Combien de fois êtes-vous dans votre jardin au début du mois de mars, lorsque les matinées sont encore fraîches, ou à la fin du mois d'août, après une semaine chaude et sèche, avec l'intention de diviser l'une de vos plantes vivaces préférées? Vous avez enfoncé la bêche dans la terre. Vous avez soulevé la motte. Vous l'avez séparée avec précaution. Vous avez préparé 2 nouveaux trous, mélangé un peu de compost au sol, arrosé doucement. Et pendant quelques jours, Tout semblait aller parfaitement bien. Puis les feuilles ont commencé à s'affaisser. D'abord, elles ont perdu leur éclat. Ensuite, les tiges se sont courbées. 2 semaines plus tard, à la place d'une plante vigoureuse, il ne restait plus qu'une poignée de feuilles flétries sur une terre, sombre et humide. Et vous avez fait ce que font presque tous les jardiniers. Vous vous êtes accusé. J'ai dû la transplanter trop tôt, avez-vous pensé? Ou peut-être trop tard. vous avez peut-être trop arrosé. Votre terre était peut-être trop argileuse. Ce coin du jardin recevait sans doute davantage de soleil dans l'après-midi que vous ne l'aviez imaginé. Finalement, vous êtes retourné à la jardinerie de la zone commerciale. Vous avez de nouveau parcouru les rangées de rosiers, de graminées et de plantes vivaces, puis vous avez payé 15 ou 20 € pour remplacer la plante perdue. Aujourd'hui, je veux vous dire une chose qui ne figurait probablement pas sur la petite étiquette plantée dans le pot. Dans de nombreux cas, ce n'était pas votre faute, vous avez travaillé avec soin. Vous avez utilisé des outils propres. Vous avez arrosé. Vous avez protégé la plante du soleil le plus intense. Vous avez fait exactement ce que vous pensiez devoir faire. Le problème, C'est que toutes les plantes vivaces ne peuvent pas être divisées. Au endroit, elles s'épuisent à partir du centre, fleurissent moins et perdent progressivement leur vigueur. D'autres, au contraire, dépendent d'une seule racine profonde et centrale. si vous la tranchez, vous n'obtenez pas de nouvelles plantes, vous détruisez seule que vous possédiez. Cette information est étonnamment absente des étiquettes vendues en jardinerie. Dans cette série, nous allons apprendre à reconnaître les plantes qu'il faut rajeunir, celles qu'il ne faut jamais approcher avec une bêche et les méthodes permettant de les multiplier sans sacrifier spécimens installés depuis 10 ou 20 ans. Nous allons également parler d'argent, car, sous de nombreux jardins français se cachent des dizaines, parfois des centaines d'euros de matériel végétal que leurs propriétaires pourraient multiplier sans effectuer un nouvel achat. Avant de continuer, pensez à votre région. Un jardin humide en Bretagne ne fonctionne pas comme un terrain calcaire en Provence. Une cour protégée à Lyon n'a pas les mêmes besoins qu'un jardin exposé au vent en Normandie, une parcelle argileuse en Île-de-France, ou une propriété située en altitude dans les Alpes. La température compte, mais elle n'est pas le seul facteur. Le vent, l'humidité, le drainage. La nature du sol et la vitesse à laquelle la terre sèche après la pluie peuvent déterminer la réussite ou l'échec d'une division. Commençons donc par les plantes qui vous demandent de l'aide depuis des années sans que vous ayez compris leur message. Lorsqu'une plante vivace se développe grâce à des rhizomes ou à des racines fibreuses et demeure 4 ou 5 ans au même endroit, la touffe commence souvent à décliner depuis l'intérieur. Les jeunes racines progressent vers l'extérieur à la recherche d'une terre moins épuisée. Pendant ce temps, le centre manque de nutriments, se compacte et absorbe moins efficacement l'eau. Les fleurs deviennent plus petites. Les tiges florales sont moins nombreuses. Un cercle sec et brun peut apparaître au cœur de la plante, là où presque plus rien ne pousse. Cela ressemble à une maladie, mais il s'agit souvent d'un simple épuisement. La plante a utilisé tout l'espace disponible et attend votre intervention. 1. L'iris barbu. Un trésor qui étouffe silencieusement. La première plante à examiner est l'iris barbu.
Dans de nombreux jardins anciens, on trouve encore des touffes plantées par des parents ou des grands-parents. Elles fleurissent le long d'un mur en pierre, près d'une allée gravillonnée, devant une maison de village ou à côté d'un vieux puits. Parfois, plus personne ne se souvient de leur origine. Si votre iris pousse au même endroit depuis plus de 3 ans, observez attentivement la touffe. Après la floraison, vous découvrirez probablement un enchevêtrement de rhizomes épais, noueux et serrés les uns contre les autres. Les parties jeunes et fermes se trouveront à l'extérieur. Accompagné d'éventails de feuilles vertes. Au centre, vous verrez des fragments plus anciens, secs, creux ou parfois ramollis par la pourriture. Cette différence est essentielle. L'iris barbu produit chaque année de nouveaux rhizomes vers l'extérieur. Ce sont ces parties jeunes qui donneront les plus belles fleurs. Les anciens rhizomes du centre ont déjà dépensé l'essentiel de leur énergie, mais ils continuent à occuper de l'espace et à concurrencer les nouvelles pousses pour l'eau et les nutriments. Ma voisine, Élodie, l'a appris de manière assez coûteuse. Depuis des années, Une grande touffe d'iris violet poussait près de la porte de sa cuisine. Chaque printemps, elle sortait le matin avec un bol de café au lait pour compter les boutons. Autrefois, cette année, j'en ai compté 8. Lorsque nous avons soulevé la touffe, la cause est apparue immédiatement. Le centre était entièrement mort. Les jeunes rhizomes avaient formé un cercle autour d'une zone sèche, presque aussi grande qu'une assiette. La plante ne se contentait pas de dépérir. Elle tentait de fuir son propre centre épuisé. Dans la plupart des régions françaises, les iris barbus se divisent après la floraison, généralement entre juillet et le début du mois de septembre. Dans le sens sud, mieux vaut attendre que les nuits deviennent moins chaudes. Dans les régions montagneuses ou continentales, il ne faut pas intervenir trop tard, car les nouvelles divisions doivent avoir le temps de s'enraciner avant les premiers froids sérieux. Soulevez la touffe en travaillant depuis l'extérieur avec une fourche bêche ou une bêche étroite. N'enfoncez pas directement l'outil au centre, car vous risqueriez de couper les jeunes rhizomes que vous souhaitez conserver. Secouez doucement la terre. Et examinez chaque section. Éliminez tout ce qui est mou, sombre, creux ou malodorant. Gardez uniquement les rhizomes extérieurs fermes, accompagnés de racines saines. Recoupez ensuite les feuilles pour former un éventail d'environ 10 à 12 cm. Cela peut sembler sévère, mais cette réduction limite la perte d'eau pendant que les racines se réinstallent. Lors de la plantation, placez le dessus du rhizome presque au niveau du sol. Ce détail change tout. Un iris barbu planté trop profondément peut produire un feuillage remarquable, mais très peu de fleurs. La partie supérieure du rhizome a besoin de chaleur et d'une certaine exposition à la lumière. Une plante achetée 15 € peut fournir, après 3 ou 4 ans, 8 à 10 divisions vigoureuses. Même en valorisant chacune d'elles à seulement 10 €, cela représente entre 80 et 100 € de nouvelles plantes. Vous pouvez créer une bordure complète, les échanger lors d'un troc de plantes ou les offrir à une personne qui commence à aménager son premier jardin. 2. L'hémérocale. La plante que vous n'aurez peut-être plus jamais besoin d'acheter. La deuxième plante vivace, c'est l'hémérocale, également appelée lit d'un jour. Je vais être très clair. Lorsque vous aurez appris à la multiplier, vous n'aurez probablement plus ce besoin d'en acheter. Les hémérocales développent des racines épaisses et charnues. Au fil des années, elles forment une masse lourde, compacte et étonnamment résistante. Après 3, 4 ou 5 saisons au même endroit, De la motte peut devenir si dense que l'eau de pluie pénètre difficilement jusqu'au centre. La plante vous le signale par sa floraison. là où apparaissaient autrefois des dizaines de hampes florales, il n'en reste plus que 6 ou 7. Les fleurs sont plus petites. Certaines parties de la touffe restent vigoureuses.
tandis que d'autres deviennent clairsemées et irrégulières. La meilleure période pour diviser les hémérocalles est généralement le début du printemps. Lorsque les premiers éventails de feuilles œil vertes émergent du sol. Plusieurs semaines après la floraison principale, à condition que les plantes aient encore suffisamment de temps pour développer de nouvelles racines avant l'hiver. Préparez-vous. Une touffe adulte peut être beaucoup plus lourde qu'elle n'en a l'air. J'ai déjà vu des personnes essayer de le sortir en tirant sur les feuilles, comme si elles arrachaient une salade du potager. Cela ne fonctionne pas. Il faut creuser tout autour, libérer la partie inférieure et soulever progressivement la motte en faisant levier. Les racines modérément emmêlées peuvent être séparées à la main. Pour les touffes très compactes, 2 fourches bêches placées dos à dos sont efficaces. On les enfonce dans la motte avant d'écarter les manches dans des directions opposées, lorsque le système racinaire est devenu un bloc presque solide. Une bêche, bien affûtée, est souvent plus pratique qu'une tentative de séparation délicate. Chaque nouvelle plante doit conserver plusieurs éventails de feuilles ainsi qu'une quantité généreuse de racines. Une touffe adulte peut produire entre 8 et 15 nouveaux plants. Lors d'une bourse aux plantes, d'un vide-jardin ou d'un échange entre passionnés, chaque division peut représenter une valeur de 6 à 12 €. Et, surtout, lorsqu'il s'agit d'une variété identifiable aux fleurs particulièrement colorées, une plante achetée 18 € peut donc se transformer, quelques années plus tard, en plus de 100 € de matériel végétal. Mais sa véritable valeur n'est pas uniquement financière. Vous pouvez répéter une même couleur le long d'une allée, partager les plantes avec votre famille ou remplir un coin délaissé du jardin sans retourner en jardinerie. Élodie emporta 3 divisions de notre première d'eau. Une autre chez ma sœur et je garderai la 3e au cas où quelque chose se passerait mal, dit-elle en essuyant ses mains sur son tablier. Cela semblait prudent, tâche qu'elle ignorait encore. C'est qu'à quelques mètres de là, se trouvait une autre grande plante vivace, qui n'avait pas été divisée depuis 7 ans. Une plante aux larges feuilles bleu-vert, qui paraissait parfaitement saine lorsqu'on la regardait d'en haut. Pourtant, sous la terre, le même vide sombre était en train de se former. Nous avons découvert que le cœur de la plante n'était pas la seule partie en train de mourir. Lorsque nous avons retiré la première couche de terre, Élodie s'est accroupie à côté de moi et a passé les doigts sur l'une des feuilles. Elle était large, bleu-vert presque parfaite. Sa surface mate retenait les gouttes d'eau comme de petites perles de verre. « Elle ne peut pas être malade, dit-elle. Regarde-la. Elle est magnifique. Vue d'en haut, elle avait raison. L'hosta occupait presque 1 mètre carré le long du mur nord de la maison. Une vieille vigne lui offrait une ombre légère dès la fin du printemps. Chaque année, ses jeunes feuilles sortaient du sol soigneusement enroulées, puis se déployaient pour transformer cet angle frais en une masse élégante de vert et de bleu. Mais les plantes peuvent dissimuler leurs problèmes pendant longtemps. Ou peut-être sommes-nous simplement trop occupés à regarder ce qui paraît beau. J'ai écarté les grandes feuilles extérieures et lui ai montré le centre de la touffe. Entre les pétioles se trouvait une ouverture irrégulière, une sorte de petit cratère sec où presque aucune nouvelle pousse n'apparaissait. Élodie a froncé les sourcils. Ce trou n'était pas là l'année dernière. Si. Il était seulement trop petit pour attirer ton attention. 3. Les hostas. Magnifiques à l'écuissée au centre, les hostas sont souvent traités comme des éléments permanents du jardin. On les plante une fois sous un arbre, près d'un mur ou dans un passage ombragé, puis on suppose qu'ils resteront là pendant plusieurs décennies sans demander la moindre intervention. Dans les jardins humides de Bretagne, de Normandie ou du nord de la France, ils peuvent effectivement survivre très longtemps. Ils supportent l'ombre, le froid et une certaine négligence, mais supporter n'est pas prospérer. Après 4,
5 ou 6 ans, un hosta adulte peut devenir totalement surchargé sous la terre. Les jeunes couronnes continuent de progresser vers l'extérieur tandis que le centre perd peu à peu sa vitalité. Les nouvelles feuilles deviennent plus petites. La touffe perd sa forme ronde. Chez les variétés panachées, les bordures blanches ou jaunes deviennent moins nettes. À la surface, la plante paraît encore vigoureuse. Sous la terre, elle a déjà abandonné son cœur. Dans les régions fraîches, on peut diviser les hostas au début du printemps, avant que les feuilles ne soient complètement déployées. C'est une bonne période, mais les jeunes pointes sont fragiles et se cassent facilement. La fin de l'été constitue également un excellent moment. Lorsque la croissance principale est terminée et que le sol conserve encore assez de chaleur pour permettre la formation de nouvelles racines. S'après-midi-ta, Cet après-midi, nous avons attendu que le soleil disparaisse derrière le toit. Élodie a enfilé ses gants en cuir, assombris au bout des doigts par des années de jardinage. Elle a retenu le feuillage pendant que j'enfonçais une bêche droite au centre de la touffe. Le bruit a été sec. Ce n'était pas le son souple d'une lame coupant la terre, mais le craquement d'un paquet de racines compactées. Élodie a reculé légèrement. On dirait que nous sommes en train de la détruire. Si nous ne faisons rien, elle se détruira toute seule. Nous avons partagé la touffe en 4 sections. Chaque partie saine conservait plusieurs bourgeons de croissance et une quantité importante de racines. Le centre, en revanche, était brun, creux et presque sans vie. Cette partie n'est pas retournée dans le jardin. 2 divisions ont été replantées sous la vigne. Une 3e a trouvé sa place près du récupérateur d'eau, où la terre restait fraîche plus longtemps en été. La dernière a été installée dans un grand pot vernissé près de la porte de la cuisine. Un hosta adulte peut fournir 4, 6 ou davantage de nouvelles plantes. Les grandes variétés bleutées ou fortement panachées peuvent coûter cher chez les pépiniéristes spécialisés. Une seule vieille touffe peut contenir plus de 100 € de matériel végétal sain. Mais Élodie ne pensait pas à les vendre. Oh, Elle a soulevé l'une des divisions encore couvertes de terre et l'a déposée soigneusement contre le mur. Celle-ci sera pour ma fille. Son nouveau jardin n'est encore qu'une terrasse entourée de gravier. 4. l'achillée. La plante qui finit par dépasser ses propres limites. À quelques mètres de là s'étendait une large bande d'achillées. Les fleurs jaunes formaient des plateaux plats au-dessus de tiges solides. Des abeilles, des cirfes et de petits papillons blancs circulaient autour d'elle. Le sol était pauvre, peu sec et mêlé de pierres provenant d'un ancien muret. L'achillée semblait parfaitement à sa place. C'est une plante capable de prospérer là où beaucoup d'autres vivaces abandonnent. Elle supporte la sécheresse, les sols maigres et les vents chauds. Grâce à ses tiges souterraines, elle avance un peu plus chaque saison. Au début, cette vigueur paraît idéale. Une petite plante devient rapidement une large colonie. Les espaces vides disparaissent. La bordure se remplit sans nouvel achat. Puis le problème apparaît. L'achillée avance plus vite que le sol ne peut se régénérer. Le centre d'origine s'épuise et meurt. Les jeunes pousses poursuivent leur progression vers les bords, laissant derrière elles un anneau vivant autour d'une zone sèche. De loin, la touffe semble dense, de près, elle est vide. Celle-ci doit aussi être divisée, demanda Élodie. Oui. Avant qu'elle ne passe sous les dalles et n'arrive jusqu'à la cuisine, l'achillée gagne à être divisée tous les 2 ou 3 ans. Les variétés particulièrement vigoureuses peuvent demander une intervention plus fréquente. On peut travailler au printemps, lorsque les premières rosettes gris-vert apparaissent, ou au début de l'automne après les fortes chaleurs. La division ne demande pas une grande délicatesse, les racines ne sont ni profondes ni ligneuses. Il suffit de soulever les jeunes parties extérieures, de séparer les fragments et d'éliminer le centre épuisé. Chaque nouvelle plante doit conserver quelques rosettes saines,
Et une portion de racines. Ensuite vient l'étape que beaucoup de jardiniers négligents. Ne replantez pas immédiatement toutes les divisions les unes contre les autres. Je Vous l'avez seulement repoussé d'une saison. L'achillée préfère le soleil, l'air et les terres bien drainées. Dans un sol trop riche, les tiges deviennent souvent hautes, molles et incapables de rester droites. Les variétés jaunes compactes conviennent aux jardins secs. Celles au ton rouille, saumon ou terre cuite changent de couleur pendant l'été et s'accordent particulièrement bien avec les graminées et les lavandes. Une plante achetée 8 ou 10 € peut fournir 6 divisions robustes en seulement 2 saisons. Pendant que nous séparions les racines, Élodie alignait les nouvelles plantes sur un vieux sac de toile de jute. Celles-ci iront dans le jardin de mon beau-frère, dit-elle. Là-bas, tout le monde oublie d'arroser. Alors ce seront probablement les plantes les plus heureuses de toute la propriété. Elle, Harry, mais son sourire a disparu lorsque nous sommes arrivés devant la monarde. Point 5. Lorsque la poudre blanche n'est pas du calcaire. La monarde poussait derrière une ancienne table en fer, dans un angle où le vent circulait à peine. Au mois de juin, elle avait produit des fleurs rouges, ébouriffées et spectaculaires. Les bourdons s'y enfonçaient presque entièrement avant de ressortir couverts de pollen. À présent, à la fin de l'été, ses feuilles semblaient saupoudrées de farine. Élodie a frotté une tache blanche avec son pouce. Cela arrive tous les ans. Je pensais que c'était le calcaire de l'eau. Ce n'était pas du calcaire, c'était de l'oïdium. L'oïdium forme une couche blanche et poudreuse sur les feuilles et les tiges. Le champignon se développe particulièrement lorsque les plantes sont trop serrées et que l'air humide reste prisonnier entre elles. La monarde se propage rapidement grâce à des tiges souterraines. Dans une terre fraîche et fertile, un seul plant peut former une colonie dense en peu de temps. Cela semble avantageux. Mais plus la colonie devient compacte, plus elle crée les conditions de sa propre maladie. Les tiges intérieures reçoivent peu d'air. Les feuilles restent humides après la pluie ou l'arrosage. Chaude et sans vent, un microclimat humide s'installe au cœur de la plantation. L'oïdium n'a plus qu'à progresser. Il faut donc que je la traite, dit Élodie. Il faut d'abord que tu la laisses respirer. Diviser la monarde tous les 2 ou 3 ans permet d'éliminer les parties anciennes et d'augmenter la distance entre les tiges. On peut intervenir au printemps, Lorsque les jeunes pousses apparaissent ou au début de l'automne tant que la terre reste chaude. Nous avons soulevé les parties extérieures, les plus saines. Elles portaient des racines claires et des pousses vigoureuses. Le centre était constitué de tiges sèches, de racines affaiblies et de feuilles fortement atteintes. tout ce matériel est parti avec les déchets végétaux. Les feuilles très contaminées ne doivent pas rester en couche humide sous les nouvelles plantations. Nous avons replanté les sections saines en laissant une distance généreuse. Pas seulement pour que le massif paraisse ordonné. Il fallait que le vent puisse réellement passer entre les plantes. Nous avons également changé la méthode d'arrosage, plus d'aspersion le soir. Désormais, L'eau serait apportée directement de préférence le matin, afin que les feuilles éventuellement mouillées aient toute la journée pour sécher. certaines variétés de monardes pour leur meilleure résistance à dans les jardins humides ou les massifs enfermés entre 2 murs, Ce choix peut éviter de nombreuses déceptions. Leurs fleurs rouges, roses ou couleur de vin attirent les abeilles, les papillons et les bourdons. Une plantation bien espacée peut devenir l'un des endroits les plus vivants du jardin. Chaque fragment sain peut se transformer en une nouvelle plante. Mais pour la monarde, le bénéfice financier n'est pas l'essentiel. La division peut faire la différence entre une touffe vigoureuse et fleurie et une masse grise et malade qui s'effondre chaque mois d'août. Lorsque nous avons terminé, le massif paraissait presque vide.
Élodie a regardé les espaces entre les plantes avec inquiétude. On dirait qu'il manque quelque chose. Une légère brise s'est mise à circuler entre les tiges. Pour la première fois depuis longtemps, chaque plante avait son propre espace. C'est alors que nous avons remarqué le phlox. Il poussait au fond du massif, près du vieux portail en bois. Ses fleurs roses dégageaient toujours un parfum sucré. Mais les feuilles inférieures avaient disparu sous une épaisse couche blanche. Je me suis approché. Ce n'était pas seulement de l'oïdium. À la base des tiges, une zone sombre et humide s'étendait autour de la couronne. Élodie s'est arrêtée brusquement. Celui-là, c'est ma mère qui l'a planté. J'ai enfoncé un doigt dans la terre. Près du cœur de la plante, les tissus ont cédé beaucoup trop facilement. Le phlox envoyait des avertissements depuis plusieurs années. Peut-être étions-nous encore arrivés à temps. Peut-être pas. Élodie s'est agenouillée devant le phlox sans prêter attention à la terre humide qui tachait son pantalon. Elle a écarté les fleurs roses avec précaution et posé les doigts autour d'une tige. Malgré la couche blanche qui recouvrait le feuillage, la plante diffusait encore son parfum sucré. À cette heure-là, lorsque la chaleur quittait lentement les pierres du mur, l'odeur semblait flotter au-dessus du massif. C'est ma mère qui l'a planté, dit-elle. Elle avait rapporté un petit éclat de chez une amie, dans le Jura. Jay lui a demandé depuis combien de temps il poussait là. Élodie a regardé vers la fenêtre de la cuisine. Le mariage de sa fille, la sécheresse pendant laquelle le puits avait presque cessé de donner. Au moins 12 ans, le phlox avait survécu aux hivers froids, aux étés brûlants, et à plusieurs périodes d'arrosage irréguliers. Pourtant, Sa touffe était maintenant si compacte que l'air ne circulait presque plus entre les tiges. J'ai enfoncé la bêche autour de la motte. Une odeur, aigre et humide, est remontée de la terre. 6. le phlox paniculé. Sauvé avant de multiplier, le phlox paniculé est l'une des plantes vivaces les plus généreuses de l'été. Ses grandes inflorescences mauves ou pourpres restent visibles pendant plusieurs semaines. Lors des soirées chaudes, elle diffuse un parfum doux qui attire les papillons, les abeilles et certains sphinx. Mais le phlox partage la même faiblesse que la monarde. Lorsque les tiges poussent trop serrées, l'air cesse de circuler. Les feuilles inférieures reçoivent moins de lumière et restent humides plus longtemps après la pluie. La rosée ou l'arrosage, l'oïdium, commence par quelques taches claires. Puis il couvre la feuille entière. Dans les cas les plus sévères, la plante paraît avoir été plongée dans la farine. Chez le phlox d'Élodie, le problème était plus grave. Les racines extérieures étaient encore fermes et claires. Le centre, lui, avait commencé à pourrir. Une partie de la couronne s'était transformée en une masse sombre. Molle et presque creuse. Nous ne pouvions plus conserver la plante entière. Tu vas la couper ? demanda Élodie. Je vais essayer de garder ce qui est encore vivant. Nous avons soulevé la motte ensemble. Elle pesait moins lourd que prévu. Le centre décomposé n'offrait presque plus de résistance et se défaisait déjà par endroits. Nous avons étendu une bâche près de la terrasse. Avec un couteau propre et bien aiguisé, j'ai retiré les tissus malades. Chaque section saine a conservé 3 à 5 pousses vigoureuses et une bonne portion de racines. Élodie suivait chaque coupe en silence. Un nouveau phlox ne coûte pas nécessairement très cher. Mais une plante liée au souvenir d'une personne ne peut pas être scannée simplement en achetant la même couleur. En règle générale, le phlox doit être divisé tous les 2 à 4 ans. Le printemps est la période la plus sûre. Lorsque les jeunes pousses ne mesurent encore que quelques centimètres. Dans les régions où l'automne reste doux, on peut également intervenir après l'été, à condition de laisser suffisamment de temps aux nouvelles racines avant le froid. Lors de la replantation, l'espacement est essentiel. 30 ou 40 cm peuvent sembler excessifs lorsque les divisions sont petites. Pourtant,
Cette distance disparaîtra rapidement dès que la croissance reprendra. Il faut aussi retirer les feuilles atteintes et éviter d'arroser le feuillage en fin de journée. Un apport d'eau lent, directement au pied, réduit fortement le risque de nouvelles contaminations. Nous avons replanté 3 fragments. Le premier est retourné à son emplacement d'origine, après que nous avons retiré une partie de la terre abîmée et ajouté du compost mûr. Le deuxième a trouvé sa place près du potager. Le troisième a été installé dans un grand pot sous l'auvent. Élodie l'a montré du doigt. Celui-là reste ici. C'est ma sécurité. Lorsque nous avons terminé, Il ne restait que 5 tiges du vieux phlox. Elles semblaient fragiles face à la masse que la plante formait encore le matin même. Mais les racines étaient vivantes. Parfois cela suffit. 7. Les chrysanthèmes rustiques. L'erreur commise. Après la floraison. Le long de l'abri de jardin se poussait une rangée de chrysanthèmes rustiques. Élodie avait acheté les premiers lors d'une fête des plantes d'automne. Il ne s'agissait pas des petits pots forcés vendus pendant quelques semaines devant les supermarchés, Mais de véritables variétés de jardin qui revenaient chaque printemps. Je les divise après la floraison, expliqua-t-elle. Comme ça, tout est propre. Ce raisonnement paraît logique. Les chrysanthèmes fleurissent en automne. Une fois les fleurs fanées et les tiges en train de sécher, le moment semble idéal pour les séparer. Pourtant, c'est l'une des périodes les plus risquées. Une division récente a besoin de former de nouvelles racines. En novembre, le sol devient plus froid et souvent plus humide. Dans les terres argileuses, l'eau peut rester autour des plaies de coupe. Les alternances de gel et de dégel peuvent soulever les petites mottes. Les racines se retrouvent exposées, puis se dessèchent ou gèlent. Le meilleur moment pour diviser les chrysanthèmes rustiques est On soulève la plante et on sépare les jeunes parties extérieures. Chaque division doit conserver plusieurs bourgeons et des racines saines. Elle dispose ensuite de tout le printemps et de tout l'été pour se développer. Lorsque les boutons floraux se formeront à la fin de l'été, la plante possédera déjà un système racinaire solide. Pour obtenir des touffes plus compactes, on peut pincer l'extrémité des jeunes tiges en début de saison. Cela favorise la ramification et augmente le nombre de fleurs. Mais il ne faut pas intervenir trop tard, sous peine de supprimer les pousses destinées à la floraison automnale. Élodie a poussé un soupir. Cela fait donc des années que je les divise au mauvais moment. Certains ont survécu. Ce n'est pas une preuve que la méthode est bonne. Non, Seulement une preuve que les plantes tolèrent parfois beaucoup de choses. Une touffe adulte peut produire 6 à 10 nouvelles plantes. Avec de bonnes variétés rustiques, il devient inutile de racheter des pots fleuris chaque automne. cet après-midi-là, Nous n'avons pas touché aux chrysanthèmes. Nous avons placé de petites étiquettes près des touffes à diviser au printemps. Cette décision était simple. La suivante le serait beaucoup moins. les plantes qu'il ne faut jamais diviser jusqu'à présent, presque toutes les plantes avaient bénéficié de notre intervention. Nous avions retiré des centres morts. Réduit la concurrence entre les racines et créé de nouveaux exemplaires. Mais toutes les vivaces, Ne sont pas constituées d'un réseau que l'on peut séparer en fragments autonomes. Certaines dépendent entièrement d'une racine pivotante centrale. Cette racine peut être profonde, épaisse et étonnamment cassante. Elle constitue la principale liaison entre la plante et ses réserves d'eau et de nutriments. si vous la tranchez, vous ne créez pas de nouvelles plantes. Vous coupez leur unique ligne de vie. Élodie a montré une large touffe au feuillage bleu-vert près du portail. Celle-là devient trop grande, dit-elle. Je voulais la diviser demain. J'ai senti mon estomac se nouer. C'était une bâtisia adulte. 8. La bâtisia.
Des décennies de croissance perdue en un seul coup. La Bâtisia, parfois appelée faux indigo, n'est pas encore courante dans tous les jardins français. Elle apparaît toutefois de plus en plus chez les pépiniéristes spécialisés en raison de sa longévité, de sa résistance et de sa floraison spectaculaire. Ses épis rappellent ceux des lupins. Après la floraison, la plante forme des gousses sombres qui s'entrechoquent lorsque le vent passe entre les tiges. Son feuillage, bleu-vert, reste décoratif longtemps, Kun. et une plante adulte peut atteindre la taille d'un petit arbuste. Une Bâtisia bien installée peut vivre plusieurs dizaines d'années. Elle tolère les périodes sèches, pousse dans des sols relativement pauvres et souffre rarement de maladies importantes. Sous terre, en revanche, elle développe une racine pivotante profonde et épaisse. Cette racine n'est pas une partie d'une touffe divisible. Elle est l'ossature centrale de la plante. Lorsque l'on tente de séparer une Bâtisia adulte, la racine se casse souvent en plusieurs endroits. Les fragments ne parviennent plus à absorber suffisamment d'eau et se flétrissent rapidement. Je ne peux pas prélever juste un morceau sur le côté, demanda Élodie. Il n'existe pas de morceaux indépendants. Tout est relié à la même racine. La méthode la plus sûre pour multiplier la Bâtisia est le semis. Il faut attendre que les gousses deviennent sombres et sèches. Lorsqu'on les secoue, les graines doivent bouger librement à l'intérieur. Leur enveloppe est dure. On peut la frotter légèrement avec du papier abrasif fin ou y pratiquer une petite entaille avant le semis. Les graines peuvent ensuite être semées en automne, afin que le froid hivernal contribue à lever leur dormance. Les jeunes plants se développent lentement durant les premières années. Le travail le plus important se déroule hors de vue. La plante investit dans la racine profonde qui lui permettra ensuite de vivre pendant des décennies. Celle-ci venait aussi de ma mère, dit Élodie. La Bâtisia mesurait presque 1 mètre de large. Des dizaines de gousses noires pendaient encore aux tiges sèches et s'entrechoquaient doucement dans le vent du soir. Élodie en a détaché une. Les graines ont résonné dans sa paume. Je peux donc obtenir d'autres plantes sans abîmer celle-ci. Oui. Mais il faudra être patiente. Elle a souri. Elle ne semblait pas déçue. Elle semblait soulagée. Nous avons glissé les gousses dans un sachet en papier et inscrit la date dessus. C'est alors que j'ai aperçu, derrière la Bâtisia, une petite étiquette en bois plantée dans le gravier. L'espace autour semblait entièrement vide. Qu'avais-tu planté ici? Élodie a réfléchi quelques secondes. Une asclépiade à fleurs oranges. Elle n'est pas ressortie ce printemps. Je voulais creuser demain pour vérifier si la racine était encore vivante. Les asclépiades peuvent sortir très tard. Parfois lorsque les autres plantes sont déjà développées depuis plusieurs semaines. Elles possèdent elles aussi des racines charnues qui tolèrent très mal les blessures. Sur la table en fer reposait la bêche, sa lame avait été affûtée le matin même. De la terre sombre provenant du floc y adhérait encore. Élodie, dis-moi que tu n'as pas encore creusé ici. Elle n'a pas répondu, son regard est descendu vers ses gants. Sur le bout de son index brillait une épaisse tache blanche et collante, une sève couleur de lait. Élodie a refermé la main trop vite. La tache blanche continuait de s'étendre sur le cuir de son gant, épaisse et brillante comme une goutte de lait. Je n'avais pas besoin. Les asclépiades libèrent une sève laiteuse lorsque leurs tiges ou leurs racines sont blessées. Cette trace pouvait simplement signifier qu'Élodie avait effleuré une jeune pousse encore cachée sous la terre. Elle pouvait aussi signifier qu'elle avait sectionné la racine principale. Je n'ai fait que gratter un peu le sol. Finit-elle par dire. Avec quoi? Son regard s'est posé sur la bêche appuyée contre la table en fer. Il n'était pas nécessaire d'en dire davantage. Nous nous sommes approchés de la petite étiquette en bois.
presque effacée par la pluie et le soleil. On pouvait encore y lire Asclepias tuberosa. Élodie avait acheté la plante 2 ans plus tôt lors d'une fête des plantes près d'Orléans. Elle se souvenait parfaitement de ses fleurs orange vif, Ouvertes comme de petites flammes au-dessus du massif. Ce printemps-là, rien n'était apparu, du moins, pas au moment où elle l'attendait neuf. l'asclépiade, La plante qui semble morte alors qu'elle est seulement en retard, l'asclépiade, peut sortir de terre très tard. Dans certains jardins, elle reste invisible jusqu'à la fin du printemps. alors que les rosiers sont déjà couverts de feuilles. Que les pivoines forment leurs boutons et que les lavandes développent leurs nouvelles pousses, l'emplacement de l'asclépiade peut sembler totalement vide. Ce retard provoque chaque année la même erreur. Le jardinier conclut que la plante n'a pas survécu à l'hiver. Il prend une binette, remue la terre ou décide d'installer autre chose au même endroit. C'est ainsi qu'une racine parfaitement vivante est coupée. Voilà pourquoi son emplacement doit toujours être signalé. L'asclépiade développe une racine charnue qui conserve ses réserves pendant la mauvaise saison. Elle supporte mal le déplacement et encore moins la division. Lorsqu'elle est blessée, Ses tissus humides deviennent vulnérables aux champignons présents dans le sol. Ses fleurs attirent de nombreux insectes pollinisateurs. Mais il faut choisir une espèce adaptée au climat local. Une asclépiade qui prospère dans un terrain sec du centre ou du sud-ouest peut souffrir dans une terre lourde et constamment humide de Normandie ou de Picardie. J'ai repoussé délicatement le gravier avec les doigts. À quelques centimètres de l'étiquette, une petite pousse rougeâtre est apparue. Elle était courbée, mais pas cassée. Plus bas, près de la surface, une fine entaille laissait encore perler une goutte de sève blanche. Élodie a retenu son souffle. je l'ai tuée? Nous ne pouvons pas encore le savoir. Ce n'était pas la réponse qu'elle espérait, mais c'était la seule réponse honnête. Nous avons laissé la racine complètement immobile. Nous n'avons pas essayé de la soulever ni d'agrandir le trou pour examiner la blessure. Nous avons simplement replacé la terre et ajouté autour une mince couche de gravier afin d'améliorer le drainage. Une petite plaie peut cicatriser, une racine entièrement sectionnée, beaucoup plus rarement. Comment puis-je en obtenir une autre sans toucher à celle-ci ? Demanda Élodie. La méthode la plus sûre reste le semis. Il faut récolter les gousses lorsqu'elles deviennent sèches et commencent à s'ouvrir. Les graines peuvent être semées en automne afin que le froid hivernal lève naturellement leur dormance. On peut aussi les conserver plusieurs semaines au froid avant de les semer au printemps. Ce n'est pas une méthode rapide. Mais le jardin récompense rarement l'impatience. Avant de se relever, Élodie a placé 3 pierres claires autour de l'étiquette. Comme ça, je ne pourrai plus oublier qu'elle est là. Le geste semblait ordinaire. Pourtant, il avait quelque chose de solennel, comme si elle ne marque pas seulement l'emplacement d'une plante, mais une promesse de regarder avant d'agir. 10. La gypsophile. Un nuage soutenu par une seule racine. De l'autre côté de l'allée poussait une grande gypophile paniculée, souvent appelée souffle de bébé ou voile de mariée. Ces centaines de petites fleurs blanches formaient un nuage léger au-dessus de tiges fines. Lorsque le vent traversait le massif, toute la plante frémissait comme un morceau de dentelle suspendu dans l'air. Rien dans son apparence ne permettait d'imaginer ce qui se trouvait sous la terre. Celle-ci, je peux la diviser, N'est-ce pas ? demanda Élodie. Elle paraît tellement légère. C'est précisément pour cette raison qu'elle trompe tant de jardiniers. La gypsophile ne repose pas sur un réseau superficiel de petites racines faciles à séparer. Elle développe une racine pivotante épaisse, pâle et profonde, qui descend presque verticalement.
Toute cette masse aérienne dépend de cette unique structure. Couper la racine en deux ne produit pas de nouvelles plantes. Cela crée deux blessures incapables d'alimenter les tiges. La meilleure méthode de multiplication consiste à prélever de jeunes boutures avant la floraison. Il faut choisir une pousse sans bouton. Retirer les feuilles inférieures et installer la base dans un substrat léger et très drainant. Le semis est également possible. Dans les terres argileuses fréquentes en Île-de-France, en Bourgogne ou dans certaines régions du Nord, la gypsophile apprécie un massif surélevé ou un sol allégé avec du gravier et du sable grossier. Elle résiste mieux au froid qu'à l'humidité stagnante. Élodie a contemplé la masse de fleurs blanches. Donc, nous ne faisons rien. Exactement. Nous commencions à comprendre que l'absence d'intervention pouvait être une décision aussi réfléchie qu'un coup de bêche. 11. Lavande, romarin et sauge-pêche de Russie. Des sous-arbrisseaux. Pas des touffes. Nous avons ensuite rejoint la partie la plus chaude du jardin. Des lavandes, des romarins et plusieurs sauges de Russie poussaient le long de la terrasse. L'air sentait la résine, la terre chaude et les feuilles aromatiques. Le moindre contact avec nos vêtements libérait une nouvelle vague de parfum. À première vue, ces plantes semblaient parfaitement divisibles, elles formaient de larges touffes et toutes leurs branches paraissaient émerger d'un même point. Aussi. Mais ce ne sont pas des vivaces bassées comme les hostas ou les hémérocales, sont des sous-arbrisseaux ligneux. Leurs tiges inférieures persistent d'une année à l'autre. Elles deviennent plus épaisses, plus dures et plus sombres. Sous l'écorce circule une fine couche de tissu vivant qui transporte l'eau et les nutriments. Lorsque l'on tranche la base avec une bêche, on interrompt ce réseau. Le bois blessé entre alors en contact avec une terre humide. Les champignons pénètrent dans la plaie. La plante sèche à partir de la coupure ou commence à pourrir au niveau du collet. J'ai divisé un romarin l'année dernière, avoua Élodie. A-t-il survécu? Une moitié oui. Et l'autre? Elle est devenue noire en moins d'une semaine. Il arrive qu'un fragment conserve suffisamment de racines pour continuer à vivre. Cela ne fait pas de la division une bonne méthode. Cela signifie seulement que la plante a eu de la chance. Il existe des solutions beaucoup plus sûres. À la fin du printemps ou au début de l'été, Prélever une jeune tige encore verte et souple, mais qui commence à se raffermir à la base. retirer les feuilles inférieures et placer la bouture dans un mélange très drainant. La deuxième méthode est le marcottage. Pour un jardinier amateur, elle présente très peu de risques. Toisissez une branche basse et flexible. Courbez-la jusqu'au sol. Maintenez-la avec un fil métallique et recouvrez un nœud de quelques centimètres de terre. L'extrémité reste à l'air libre et la branche demeure reliée à la plante mère. Pendant que des racines se forment au point enterré, la tige continue à recevoir de l'eau et des nutriments. On ne coupe la liaison qu'une fois l'enracinement confirmé. Élodie a choisi une branche basse de lavande. Elle l'a courbée avec précaution, fixée à l'aide d'une petite agrafe métallique, puis a posé une pierre plate par-dessus. C'est tout? Maintenant vient la partie la plus difficile. Laquelle? Ne pas la déterrer tous les 3 jours pour vérifier si elle a déjà produit des racines, elle a ri. Nous savions tous les deux qu'elle en aurait envie. La sauge de Russie peut être multipliée de manière similaire. Avec ses tiges argentées et ses fleurs bleu violacées, elle convient particulièrement aux jardins secs et ensoleillés. Le romarin, lui, paraît presque indestructible dans le Midi. Il pousse sur les talus pierreux, parfume les plats et résiste au vent marin, mais dans les régions plus froides, il peut souffrir des hivers humides, ce n'est pas toujours le gel qui le tue. C'est souvent l'association du froid et d'un sol gorgé d'eau. Mon père disait que le romarin ne mourait jamais, raconta Élodie.
poussait le sien. Contre un mur plein sud. Près de Nîmes. Dans une terre remplie de cailloux. L'eau ne devait jamais rester longtemps autour des racines. Même après un orage, le sol semblait sec dès le lendemain. Les plantes résistantes ont-elles aussi des limites? Leurs limites se trouvent simplement ailleurs. Point 12. Les lupins. Une beauté qui refuse d'être déplacée. Près du portail se dressaient les tiges sèches de plusieurs lupins. Au printemps, ils avaient produit de grands épis bleus, roses et crème. À présent, des gousses brunes et torsadées pendaient encore le long des ampes. Élodie voulait les déplacer vers un endroit plus visible. Je lui ai expliqué que les lupins supportent très mal toute perturbation de leurs racines. Et ils développent une racine pivotante profonde, qui leur permet d'atteindre l'humidité située. Cette structure les aide à résister à certaines périodes sèches dans les climats frais. Mais elle rend le déplacement et la division dangereux. Un lupin bien installé doit, autant que possible, à son emplacement d'origine. Il ne se multiplie pas en avançant latéralement. Il produit des graines. Il faut laisser les gousses mûrir complètement. Lorsqu'elles sèchent, elles s'ouvrent brusquement et libèrent leur contenu autour de la plante. Si les conditions conviennent, de jeunes lupins apparaîtront la saison suivante. Ils réussissent particulièrement bien dans les régions aux étés modérés, comme la Bretagne, la Normandie, les zones montagneuses ou certains jardins du nord de la France. Dans les régions très chaudes, leur durée de vie peut être plus courte. Les jeunes plants ne conserveront pas forcément la couleur de la plante mère. Plusieurs variétés proches peuvent se croiser et produire des combinaisons inattendues. Les enfants ne ressemblent donc pas toujours à leurs parents, dit Élodie en tenant une gousse entre ses doigts. Parfois oui. Parfois pas du tout. Rien de nouveau, finalement. Nous avons recueilli les graines dans des sachets en papier, en indiquant la couleur approximative de chaque plante d'origine. Avant le semis, nous allions légèrement griffer leur enveloppe dure et les laisser tremper quelques heures dans l'eau. Ce traitement faciliterait l'entrée de l'humidité. Le soleil disparaissait lorsque nous sommes retournés près de l'Asclépiade. La pousse rougeâtre était toujours debout. La sève ne coulait plus. Élodie s'est penchée, mais cette fois elle n'a pas touché la terre. Elle va peut-être survivre, peut-être. À cet instant, une rafale de vent a traversé le jardin. Les gousses sèches de la bâtisia se sont entrechoquées. Nous a fait lever la tête. Derrière la plante, presque cachée sous les branches, se trouvait une deuxième étiquette en bois. Nous ne l'avions pas remarquée auparavant. Élodie a écarté le feuillage sec et lu à haute voix. Eryngium giganteum, elle m'a regardé avec perplexité. Je ne me souviens pas d'avoir planté cela. À ses pieds, là où le sol semblait vide, plusieurs rosettes argentées émergeaient entre les graviers. Nous avons retiré quelques pierres supplémentaires. Il n'y avait pas une ou deux plantes. Il y en avait plus de 20. Elles poussaient exactement à l'endroit où, le lendemain matin, une tranchée devait être creusée pour installer le nouveau système d'arrosage. Pendant quelques secondes, aucun de nous n'a parlé. Les petites rosettes argentées semblaient insignifiantes entre les graviers. Certaines n'étaient pas plus larges qu'une pièce de monnaie. Pourtant, nous avons distingué leurs feuilles rigides et dentées, couvertes d'un reflet bleu-gris qui captait la dernière lumière du soir. Élodie a de nouveau regardé l'étiquette en bois. Il y en a plus de 20 ? Peut-être davantage sous les feuilles sèches. Mais je n'avais acheté qu'une seule plante. La réponse se trouvait devant nous. La plante d'origine avait fleuri, produit ses graines, puis disparu après avoir terminé son cycle. Sans notre aide, le vent, la pluie et les mouvements du sol avaient dispersé une nouvelle génération dans tout ce coin du jardin. La plante n'était pas simplement morte, elle s'est
Élodie a suivi du regard la ligne blanche tracée sur le gravier. Le lendemain matin, l'installateur devait ouvrir une tranchée à cet endroit pour poser la nouvelle canalisation d'arrosage. Le marquage traversait exactement le centre des jeunes rosettes. Nous pourrions les déterrer et les replanter ailleurs, proposa-t-elle. J'ai secoué la tête. Nous pouvons essayer. mais beaucoup ne survivront pas. 13. Le panico. Une sculpture métallique qui ne supporte pas la bêche, le genre Eryngium, souvent appelé panico ou chardon bleu, comprend certaines des plantes les plus étonnantes que l'on puisse installer dans un jardin sec. Ces fleurs ne ressemblent pas à des fleurs ordinaires. Ce sont des cônes bleutés ou violets, entourés de bractées rigides et épineuses qui brillent sous le soleil. Au cœur de l'été, elles ressemblent à de petites sculptures forgées, dressées entre les graminées. Les abeilles les repèrent de loin, les chevreuils et les lapins les évitent généralement à cause de leurs parties piquantes. Une fois installé, le panico supporte la sécheresse, le vent et les sols pauvres. Dans une terre trop riche, ces tiges peuvent devenir molles et perdre leur silhouette. Dans un sol caillouteux et bien drainé, il développe toute sa beauté. Mais sous la terre pousse une racine pivotante profonde et charnue. Elle ne peut pas être divisée. La sectionner revient à couper l'axe principal qui nourrit toute la plante. Même le déplacement d'un sujet adulte peut se terminer par un échec. La règle est simple. Il faut choisir soigneusement son emplacement dès le départ, puis le laisser tranquille. L'Eryngium giganteum, parfois vendu sous le nom de fantôme de Miss Wilmot, se comporte souvent comme une plante bisannuelle ou une vivace de courte durée. Il forme d'abord une rosette. Plus tard, il fleurit, produit une quantité impressionnante de graines, puis peut disparaître. Mais lorsque les conditions lui conviennent, il laisse derrière lui des dizaines de jeunes plants. Il n'a pas besoin d'être divisé. Il a seulement besoin d'être reconnu avant que quelqu'un ne l'arrache en le prenant pour une mauvaise herbe. Ne peut donc pas passer ici, dit Élodie. Passe si tu veux conserver ces plantes. L'installateur vient demain à 8 heures. Il faudra modifier le parcours. Élodie a regardé autour d'elle. Le mur de pierre, les lavandes. Le phlox récemment divisé. Les 3 pierres claires placées autour de l'asclépiade blessée. Le nouvel itinéraire obligerait la canalisation à contourner tout le massif. Plusieurs mètres de tuyaux supplémentaires seraient nécessaires. Il va dire que je suis folle, murmura-t-elle. Ces plantes n'ont même pas encore fleuri. C'est possible. Elle a pris son téléphone sur la table en fer. Alors qu'ils le disent. 14. Les encolies. Toutes les plantes n'ont pas besoin de vivre éternellement. Nous attendions que l'installateur réponde. Nous avons marché jusqu'à la partie la plus fraîche du jardin. Sous un petit érable poussaient plusieurs encolies. Leurs tiges fines portaient des fleurs inclinées, couleur lit de vin, crème et bleu violacé. Chacune ressemblait à une clochette élégante prolongée par de longs éperons. Élodie avait tenté d'en diviser une l'année précédente. Elle devenait plus petite chaque saison, expliqua-t-elle. Je pensais qu'en la séparant, je pourrais la rajeunir. Certaines atteignent leur meilleur développement pendant leur 2e ou 3e année. Ensuite, le jardinier interprète ce déclin comme un signe d'encombrement et prend la bêche pour sauver la plante. Mais les racines d'une encolie ne fonctionnent pas comme celles d'un ostat. Beaucoup possèdent une racine centrale entourée de racines latérales, fines et fragiles. Après une division, les fragments sont souvent trop endommagés pour reprendre. Et si la plante était déjà affaiblie, l'intervention ne fait qu'accélérer sa disparition. La solution ne consiste pas à obliger une vieille encolie à vivre éternellement. Il faut lui permettre de produire une nouvelle génération. Après la floraison apparaissent de fines capsules remplies de petites graines sombres. Lorsqu'elles arrivent à maturité, elles s'ouvrent par le haut et laissent tomber leur contenu au moindre mouvement, si le sol reste légèrement meuble et n'est pas recouvert d'une couche trop épaisse de paillage.
Les graines germent souvent spontanément. La population se renouvelle ainsi toute seule. Tandis que certains sujets disparaissent. D'autres commencent leur première année. Le jardin conserve ses encolis, même s'ils ne conservent pas exactement les mêmes plantes. Auront-elles la même couleur? Demanda Élodie. Pas forcément. Lorsque plusieurs variétés poussent à proximité, les abeilles transportent le pollen de l'une à l'autre. Les jeunes plantes peuvent produire des couleurs inattendues. Des fleurs bicolores. Ou des formes très différentes de celles de leurs parents. Pour quelqu'un qui recherche un massif parfaitement uniforme, cela peut sembler gênant. Pour quelqu'un qui aime les surprises, c'est l'une des meilleures raisons de cultiver des encolis. Élodie a tenu une capsule sèche au-dessus de sa paume. Elle l'a inclinée et plusieurs graines noires sont tombées sur sa peau. Ma mère détestait les jardins trop parfaits, dit-elle. Elle plantait côte à côte des fleurs qui, Selon tout le monde, n'allaient pas ensemble. Elle disait qu'elle finirait bien par s'entendre. Elle a ouvert la main au-dessus de la terre. les graines ont disparu entre les petits cailloux, l'appel d'installateur a répondu au moment où les premières lumières s'allumaient dans les maisons voisines. Élodie a activé le haut-parleur. Si je déplace la canalisation, il faudra presque 6 mètres de tuyaux supplémentaires, expliqua l'homme. Je devrais longer le mur et contourner toute la zone de gravier. D'accord. Cela coûtera plus cher. Combien? Le montant n'était pas exorbitant, mais il n'était pas négligeable non plus. Élodie a regardé les jeunes panicots. Faites comme ça. Lorsqu'elle a raccroché, elle a glissé le téléphone dans la poche de son tablier. Je viens de payer plus cher pour ne pas toucher à ces plantes que pour acheter la plante d'origine. C'est vrai. Est-ce que cela a vraiment du sens? Repose-moi la question dans 2 ans, lorsqu'elles seront toutes en fleurs. La véritable valeur d'un jardin au cours de cette journée, nous avions divisé des iris barbus, des émeraudes cales, des hostas, des achillées, des monardes et des phlox. Nous avions marqué les chrysanthèmes pour le printemps et récolté des graines de bâtisia, de lupin et d'enco. Nous avions aussi laissé intactes plusieurs plantes qu'Élodie voulait d'abord couper, déplacer ou déterrer. C'était peut-être la leçon la plus difficile. Dans un jardin, agir ne signifie pas toujours prendre soin. Parfois, il faut soulever une vieille touffe, retirer son centre mort et répartir les jeunes racines dans de nouveaux emplacements. À d'autres moments, la meilleure décision consiste à poser la bêche, récolter les graines et attendre. Elle est cachée dans l'architecture des racines, les plantes qui se développent grâce à des rhizomes, des couronnes ou des systèmes racinaires fibreux peuvent souvent être divisées, car chaque fragment conserve ses propres bourgeons et ses propres racines. Les espèces à racines pivotantes dépendent d'une structure centrale qu'il est impossible de couper sans provoquer de graves dommages. Les sous-arbrisseaux ligneux, comme la lavande et le romarin, se multiplient plus sûrement par bouturage ou marcottage. Comprendre cette différence ne permet pas seulement d'éviter des pertes. Cela change notre manière de regarder le jardin. Une touffe vieillissante cesse d'être et devient une réserve de futures plantes. une vivace qui disparaît après quelques années ne ressemble plus à un échec lorsque l'on comprend que sa continuité se trouve dans ses graines. Et un emplacement apparemment vide peut être rempli de vie, simplement en attente du bon moment pour apparaître. Le lendemain matin, l'installateur est arrivé peu après 8 heures. Il a observé les nouvelles marques qui contournaient le massif, puis les petites rosettes entre les graviers. Tout ce détour pour ces quelques mauvaises herbes? Élodie s'est accroupie et a retiré une feuille sèche tombée sur l'une d'elles. Ce ne sont pas des mauvaises herbes. L'homme a levé les mains. C'est vous qui décidez. La tranchée a été creusée le long du mur, loin des jeunes plantes. L'automne est arrivé, puis l'hiver. L'asclépiade blessée a perdu ses tiges et disparu sous terre. Élodie a laissé l'étiquette et les 3 pierres exactement au même endroit. Elle n'a pas creusé.
Elle n'a pas trop arrosé. Elle n'a pas essayé de vérifier si la racine était encore vivante. En avril, rien n'est apparu. Au début du mois de mai, le sol était toujours vide. Un après-midi gris, Élodie m'a téléphoné. Je crois que je l'ai vraiment perdue. Attends encore un peu. À la fin du mois de mai, une petite pousse rougeâtre a émergé près des 3 pierres. Puis une seconde. La plante avait survécu, le phlox divisé a produit de nouvelles tiges. Les hostas sont revenus avec des feuilles plus grandes. Les monardes ont poussé avec suffisamment d'espace entre elles et, pour la première fois depuis des années, elles ne se sont pas entièrement couvertes d'oïdium à la fin de l'été. En juillet de l'année suivante, les rosettes de panico ont commencé à élever leurs rampes. Toutes n'ont pas fleuri en même temps, certaines sont restées basses, continuant à accumuler leur force. D'autres ont dépassé le gravier et ouvert des dizaines de têtes argentées. Dans la lumière du soir, ce coin du jardin semblait recouvert de métal bleu. Élodie a placé une chaise devant le massif. Elle s'est assise avec un bol de café au lait et a regardé les abeilles passer d'une fleur à l'autre. Entre 2 pierres de l'allée, poussait une jeune encolie. Sa fleur portait une couleur qu'Élodie n'avait jamais achetée, violette à l'extérieur, presque blanche au centre. Elle l'a observée pendant longtemps. Puis elle a souri. Elle n'a pas cherché une étiquette pour découvrir son nom. Elle n'a pas tenté de la déplacer vers un emplacement plus approprié. Pour la première fois depuis le début de notre travail dans ce jardin, elle n'a pas demandé combien cette plante pouvait valoir, elle l'a simplement laissée pousser.